Bonjour, bienvenue à cette série de webinaires. Cette semaine, on est particulièrement chanceux parce qu'on va parler d'une situation qui se retrouve dans certaines entreprises au fil de l'histoire. D'ailleurs, le Québec, quand on parle des entreprises au Québec, cette situation est arrivée de familles d'entrepreneurs. Je parle de la relève. La relève d'entreprise, l'idée ici, c'est de parler avec un spécialiste, un expert qui s'intéresse justement aux défis que des entrepreneurs ont de faire la passation des entreprises à travers les générations. Alors que ce soit du point de vue des parents qui passent l'entreprise à leur enfant ou que ce soit du point de vue de l'enfant qui reçoit l'entreprise de la part de ses parents, il y a tout un défi, il y a toute une préparation, évidemment psychologique, mais aussi administrative. Il y a une formation à aller chercher, il y a une préparation à avoir, parce que dans les belles histoires, ça peut bien se faire. Dans certaines autres histoires, ça peut être un petit peu plus difficile. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Maxime Paulus-Gosselin, qui lui-même a vécu... Bonjour Maxime. Bonjour. Ouais, Bonjour. Je dis lui-même, mais on va se parler tout de suite. Ouais. Donc, toi-même, tu as vécu ça dans ta vie, de vivre la passation des pouvoirs d'une entreprise familiale. Absolument. J'ai intégré l'entreprise familiale en 2010 après une carrière d'athlète et de coach de basket. Puis, de 2010 à 2015, j'avais comme objectif de reprendre l'entreprise. Puis, j'ai grandi dans les rangs de cette entreprise-là, de vendeur à directeur général. Puis, à la toute fin, au moment où ça devient habituellement compliqué, notre famille n'avait pas investi en planification, où on n'avait pas les façons de communiquer efficacement entre nous, malgré qu'on avait bâti une entreprise qui était en forte croissance, qui était extrêmement rentable. On avait des visions tellement différentes qu'on a dû, à la toute fin, vendre l'entreprise à l'externe, malgré les efforts qui avaient été investis pour la reprise. Donc, ça a été une expérience extrêmement riche pour moi. Puis une expérience qui, à la fin, c'est bien fini, puisque mes parents sont maintenant à la retraite, heureux, puis on continue à avoir des relations familiales positives. Mais quand je t'écoute, j'ai la question qui me vient. Est-ce que d'être fils ou fille d'entrepreneur, c'est un avantage ou, à quelque part, ça demande de travailler un peu plus fort? Je pense que il y a une opportunité dans le fait que mes parents étaient propriétaires d'une entreprise, qui fait que j'ai pu m'intégrer à celle-ci, puis j'ai eu la capacité d'apprendre. J'ai eu le droit de faire certaines erreurs. Cependant, oui, il y a le regard de l'ensemble de l'équipe. On avait une cinquantaine de collaborateurs à l'interne. Puis ces gens-là ont des attentes par rapport à la prochaine génération. Puis il y a toutes sortes disons, de rumeurs médiatiques, du népotisme et du despotisme. Alors, on essaie de s'éloigner de cette vision négative de la prochaine génération fainéante qui ne fait que recevoir de ce mot « je vais attraper une entreprise au vol », mais plutôt on utilise le terme de reprendre une entreprise, donc de prendre les responsabilités nécessaires pour emmener l'entreprise à la prochaine étape. Et enlever l'image de l'héritage d'une entreprise. Oui, c'est ça. En fait, nous, dans notre famille, c'était pas la situation qu'on négociait, de laquelle on discutait. Donc, c'était bel et bien une vente d'entreprise à la prochaine génération, une passation qui avait une structure financière qui demandait un engagement financier de ma part comme de celle de mes parents. Et je reviens sur ce que tu disais, ça c'est bien fini parce qu'aujourd'hui tes parents sont à la retraite Oui. et vous vous parlez encore. Oui. Mais toi, tu en as tiré vraiment une expérience parce que de ton côté, ce que tu as fait professionnellement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est que de ton expérience, tu en as fait ta profession. C'est-à-dire que maintenant, tu conseilles les gens qui ont à voir dans un cas de relève d'entreprise à se préparer puis à s'outiller pour le faire. En effet. Donc, moi, en 2015, l'entreprise s'est vendue. Puis le 4 septembre 2015, mon identité reposait majoritairement sur le fait que j'étais un entrepreneur, la relève de l'indépendance, cette magnifique entreprise d'importation de fromage. Puis le 5 septembre, c'était terminé. Donc, j'ai dû me réinventer. Puis j'ai étudié en profondeur la question de la relève au Québec, puis partout à travers le monde, avec Louis Cadieux, Peter Jaskovich, des chercheurs américains, pour comprendre la problématique. Je ne vais pas me dire, OK, j'ai fait des erreurs, ben là, je vais passer à autre chose. J'avais pas cette... peut-être la mentalité de l'athlète qui dit c'est exactement ce que je veux dire. Il faut comprendre pour s'améliorer. Donc, j'ai vraiment compris en profondeur la problématique. Puis après ça, j'ai fait 250 entrevues avec des chefs des relèves d'entreprises du Québec pour avoir leur opinion. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce que vous avez besoin? Où est-ce que vous avez vraiment des bloquants? Comment on va faire pour vous aider? Puis après tout ça, ben là, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Joy. Je ne te demanderai pas ce que tu as appris de toutes ces rencontres-là parce qu'on passerait 3 heures en parler. Mais quand on regarde le transfert d'entreprise,
ou la relève d'entreprise, quand c'est un transfert interne et puis quand c'est un transfert externe, c'est sûrement pas la même réalité. Au niveau de la négociation qui a lieu est complètement différente. Le transfert interne, ça peut être défini comme un directeur des ventes qui va racheter des parts du propriétaire actuel ou un hybride qu'on appelle, c'est les enfants, donc un transfert familial, une relève familiale, et un directeur des ventes, un directeur des opérations qui n'est pas familial. Mais il y a un élément extérieur à la famille. Ça, c'est le transfert interne, hybride puis familial. Il y a aussi des management buyout qui est seulement des gens qui sont actifs dans l'entreprise, mais qui ne sont pas de lien de sang. Cependant, le transfert externe, complètement différent du fait que c'est plus un élément de négociation. C'est quelqu'un avec... C'est beaucoup moins émotif, malgré que pour les chefs d'entreprise, même que si on vend notre business à quelqu'un qui est de l'externe, c'est pas moins émotif de leur côté, cependant, c'est beaucoup moins émotif du côté de la relève, puis ça permet des communications qui sont plus structurées parce qu'ils sont encadrés dans un fonctionnement assez reconnu et légal. Donc, tu sais, on a des étapes à suivre, puis les gens sont assez conscients de ces étapes-là, puis les utilisent de façon efficace, tandis qu'en transfert interne ou en relève interne, souvent, les étapes sont bafouées, malmenées et mènent à des déchirements là, bien tristes. Ben, tu les mentionnes, les étapes. À quoi ça ressemble si on regardait là, les grands moments importants quand vient le temps de faire une acquisition comme ça? Quand ça se fait à l'interne? Si ça se fait à l'interne, je pense qu'on peut commencer extrêmement tôt. Puis c'est ce qui est triste, c'est que les entreprises, il y a des entreprises européennes avec lesquelles on a travaillé qui sont à la 19e génération. Puis eux, ce qu'ils ont fait, puis ce qui fait qu'ils ont réussi à avoir du succès durant des centaines d'années, c'est que dès que les enfants sont tout jeunes, on discute, pas de chiffres, puis de comment ça va payer, puis combien ça vaut, mais des valeurs de l'entreprise, de la façon de la maintenir, de ce que c'est être un entrepreneur. Puis ces connaissances-là qui s'acquièrent au fil d'années créent dans la prochaine génération un sentiment de fierté, d'appartenance à cette entreprise-là. Exactement. Tandis que, tristement, au Québec, ce qu'on se dit, c'est on va les laisser libres, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on ne leur en parlera pas jusqu'au moment où ils ont 27, 28, puis là, l'eau bouille, hey, on a besoin d'une relève, viens-t'en, puis là, ça se fait rapidement. Donc, moi, ce que je dis, c'est que si on parlait d'étapes, on peut les échelonner sur très longtemps, mais disons que si on veut le faire rapidement, comme la majorité des entrepreneurs, bien, la première chose, c'est d'avoir les visions des deux parties. C'est souvent ce qui n'est pas fait. Donc, le jeune, la relève, lui, il a une vision par rapport à l'entreprise, il a des objectifs, il y a des choses qu'il veut passer, et le chef a des objectifs, lui, pour cette entreprise-là, puis il y a une vision à maintenir. Puis si on ne prend pas en considération les deux visions, mais qu'on en prend seulement une, les chances sont extrêmement fortes que l'un ou l'autre des parties va se décourager durant la transition, que ce soit, disons, pour faire une image facile, le père propriétaire et le fils relève. Bien, si on prend juste la vision du père, la relève peut dire un jour, bien, moi, j'y crois pas, j'en ai pas le goût. Ils se sentent moins concernés. Puis un jour, juste dire, après des années d'un processus difficile, dire, OK, moi, j'en ai assez, je retourne sur le marché du travail, je vais ailleurs faire autre chose. Tandis que si on prend le temps de, premièrement, reconnaître la vision des deux parties, puis ensuite mettre en place une structure de communication qui va permettre aux deux parties de se parler de façon respectueuse, même si c'est des sujets extrêmement émotifs. Donc, c'est là que nous, on intervient. Je suis curieux de savoir, parce que tu faisais allusion, il y a une culture européenne où, au niveau de l'entrepreneuriat, où justement on fait un leg de patrimoine, mais on s'investit très, très jeune dans la formation ou enfin le développement de la sens d'appartenance chez les enfants qui vont récupérer l'entreprise. Oui. Puis si on ne le fait pas, ça tient à quoi? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que je pense que c'est une question d'habitude. Même les grandes firmes ici qui font du conseil n'ont pas nécessairement ce qu'on appelle un bureau familial où est-ce que tu vas chercher des services quand tu es une famille en affaires. Ceci est un nouveau principe au Québec. Ce n'est pas nouveau ailleurs. Donc, on est en train de mettre en place une structure qui va permettre, disons, des communications plus fluides entre les générations. Mais pour l'instant, il y a des services qui sont offerts, puis il ne faut pas gêner de les utiliser si on est un entrepreneur québécois, chef ou relève. Si je te demandais, sans nommer nécessairement le nom de l'entreprise, un beau scénario de relève, ça se passe comment? Il y en a des magnifiques. Il y a des deux femmes co-entrepreneurs, maintenant co-PDG de leur entreprise sur la Rive-Sud de Montréal, qui ont un leadership qu'elles ont acquis d'années et d'années de conversations ouvertes avec leur père propriétaire. Et elles ont fait la transition de façon harmonieuse et dans une entreprise en grande croissance et rentable en septembre
2016. Donc, ça a été un grand succès pour l'ensemble de leur famille, puis surtout pour leur région, parce que c'est une entreprise régionale qui a, je pense, c'est 200 employés. Mais une entreprise comme celle-là qui est téléportée ou vendue et transportée au niveau de ses activités vers les États-Unis ou vers ailleurs. Ça fait un trou dans une collectivité. Puis c'est des gens qui sont extrêmement impliqués au niveau de leur communauté, puis ça aurait fait un trou immense. Donc, ce succès-là en est un qui vaut grandement la peine. Puis à l'inverse, bien évidemment, je te demanderais, est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu as vu devant tes yeux se dissoudre, disparaître? Oui, dans les entrevues que j'ai faites, j'étais membre du groupement des chefs d'entreprise, puis j'avais accès à toute une banque d'entrepreneurs avec lesquels je pouvais discuter. Puis on m'a appelé un jour pour me parler d'un cas, un homme qui avait besoin de parler, qui avait besoin d'aide. Donc je l'ai rencontré, puis ça s'est mal passé. Ils n'ont jamais réussi, c'était un père et un fils, ils n'ont jamais réussi à communiquer sur rien. Donc ils avaient carrément deux vies parallèles dans la même entreprise. Puis un jour, le chef d'entreprise s'est tanné. Et dans la même journée, ce jeune homme-là s'est retrouvé dans le bureau d'un avocat de Montréal qu'il n'avait jamais vu, à se faire dire par une psychologue organisationnelle qu'il était remercié de son poste. Et il y avait là un avocat pour les papiers et une psychologue pour pouvoir se confier, mais il ne l'avait jamais rencontré. Puis à ce moment-là, son père est parti puis il a dit bonne chance. Donc, il y a eu des situations comme celle-là, malencontreuses, qui ont toutes sortes de sources. Cependant, nous, ce qu'on réalise, c'est que s'il y a une structure en place qui est responsable, puis il y a un moyen de communiquer entre les entrepreneurs, souvent, on va se retrouver dans des situations qui sont moins frustrantes, moins douloureuses, sans les qualifier comme un succès ou une passation facile. Structure, communication, puis la troisième chose dont on fait grandement la publicité, c'est d'avoir quelqu'un pour les aider, les entrepreneurs. Que ce soit au niveau de leur budget, trouver quelqu'un qui est compétent, qui connaît cette problématique-là, puis qui va être là pour eux, parce que souvent, il y a un besoin de médiation. Donc, dans des conversations où est-ce que c'est très émotif, des fois, quelqu'un qui est extérieur puis qui connaît bien cette situation-là puis qui l'a vécu peut emmener des nuances, permettre de rallier des visions qui sont au départ, disons, un petit peu dans ce contexte-là, ça devient comme un agent ou un coach de transition? On peut le voir comme ça peut être un consultant. En fait, ce que ça prend, c'est un aviseur en qui on a confiance. Donc, externe. C'est ça. Donc, des fois, ça peut être le comptable, mais souvent, les comptables, la partie humaine, les entrepreneurs ont très confiance en leur comptable, ce qui est génial. Puis, c'est des conseillers d'affaires qu'ils ont depuis longtemps. Cependant, ce qu'on a réalisé, c'est que souvent, ces personnes-là sont inconfortables avec la partie humaine de la relève d'entreprise. Donc, nous, on essaie d'emmener notre expertise à la table qui est d'intégrer l'ensemble des professionnels puis de voir vraiment d'un point de vue objectif puis assez éloigné la situation pour être capable d'emmener les entrepreneurs vers leur solution. Pas vers notre solution, mais vers ce qui, eux, va amener le plus de valeur dans leur vie en tant qu'être humain puis dans leur poche en tant qu'entrepreneur. Puis chaque cas est distinct. Mais justement, tu l'évoquais, mais si on regarde un peu en détail, quels sont les éléments qui peuvent bloquer une relève d'entreprise? Partons du début. Les chefs d'entreprise propriétaires actuels qui n'ont pas dans leur tête qu'est-ce qu'ils vont faire après. Ils ont 40 ans de travail technique, de travail entrepreneurial, de développement des ventes, puis ils ont bâti une entreprise de leurs mains. S'ils n'ont pas une idée de ce qu'ils vont faire après, lâcher ce qu'ils font aujourd'hui, c'est comme tomber dans le vide, mais ils l'ont fait une fois. Ils sont devenus entrepreneurs, ils ont sauté dans le vide, comme on dit. Sauter dans le vide quand tu as 65 ans ou 70, c'est pas le même feeling. Ça peut être extrêmement difficile. Donc, nous, on aide les chefs à se trouver une passion, une façon d'occuper leur temps, pas pour les arracher à leur entreprise. Nous, on est pour le fait que les chefs doivent déléguer tranquillement puis passer l'information puis leur connaissance à la prochaine génération. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Mais il y a un moment venu où c'est tout à fait nécessaire que la relève prenne des responsabilités importantes qui étaient d'abord détenues par le chef, puis que le chef ait d'autres occupations. Puis ça peut être des occupations dans l'entreprise, donc il peut avoir un poste différent au sein de l'entreprise qui ne va pas être conflictuel avec la relève, ou ça peut être carrément à l'extérieur, participer à des conseils d'administration, s'engager dans sa communauté, voyager, faire le tour du monde.
refaire son terrassement de maison. Il y a des entrepreneurs qui ont toutes sortes d'intérêts, puis on les encourage à aller vers ces intérêts-là, qu'ils ont souvent caressés comme des rêves improbables, puis là, qui deviennent tout à fait possibles. Tout à l'heure, tu mentionnais, tu as fait un clin d'œil à la communication. J'imagine que ça aussi, quand c'est mal fait... Il y a des entrepreneurs qui, dans leur vie, ont eu un type de communication très directif sur l'ensemble de leur vie. Donc là, on essaie de créer une équipe de collaboration pour la passation de responsabilités clés. Donc si, moi, toute ma vie, j'ai eu l'habitude de dire « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça », puis là, je dois collaborer pour qu'ensemble, on trouve qu'est-ce qu'ensemble on va faire, c'est un énorme changement de paradigme. Puis de dire à quelqu'un « hey, là, parle comme du monde », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut prendre le temps d'écouter. Donc, moi, ce qu'on enseigne très, très simplement, c'est dans la communication à ne pas parler et à écouter. Donc, c'est la première chose qu'on a des images très percutantes et drôles pour que les entrepreneurs se voient eux-mêmes dans une situation en train que les deux parlent, mais il n'y en a pas un qui écoute. Fait que les portes sont fermées des deux bords, puis on parle, puis là, on crie, puis là, mais il y a des techniques qu'on a qui sont extrêmement simples, puis que les gens, s'ils sont engagés dans le processus, arrivent à imiter, s'ils n'y croient pas au début, mais éventuellement, quand ils perçoivent le succès qu'ils ont en utilisant ces techniques-là, ils disent, bon, ben, hey, je vais l'utiliser encore demain, je vais voir si je peux réessayer, puis éventuellement, ils bâtissent des habitudes de communication qui sont plus saines, puis on arrive à passer des sujets là, aussi épineux que est-ce qu'on va passer l'ensemble de la propriété à un enfant ou à plusieurs, puis discuter avec l'ensemble de la famille ou des gestionnaires non familiales de ces sujets-là qui sont des sujets difficiles. On n'est pas en train de dire que c'est toute une partie plaisir à chaque seconde. Tu mentionnes la famille, puis d'entrée de jeu, tout à l'heure, tu le disais, ton expérience à toi, c'est qu'il y a eu un moment crunché où ça a été difficile pour la famille. Oui. Mais c'est justement comment la famille s'en sort de ça? Je pense que... Pas nécessairement ta famille, mais une famille qui vit cette situation-là. Je pense que ça prend un engagement important à maintenir la famille en vie puis en santé. Donc, parallèle, ouais, pour ne pas mélanger les deux dossiers. Bien, c'est dur de ne pas mélanger. L'idée, c'est qu'il y a une image dans l'entrepreneuriat familial qui est les trois cercles. Ça veut dire la propriété, la gestion de l'entreprise puis la famille. Puis ces trois cercles-là, c'est comme un diagramme de Venn. Ils sont complètement emboîtés. Okay. Donc là, c'est comment on discute, avec quelle interface on arrive à discuter dans le sens, tu sais, OK, là, il y a la fameuse image de, je ne sais pas si vous connaissez, là, le père qui a deux casquettes sur son bureau, une qui dit père, une qui dit boss. Ouf. Son fils a eu beaucoup de difficultés dans le passé dans l'entreprise, n'a pas performé. Depuis de nombreuses années, il y a eu de la formation, il y a eu de l'aide qui a été apportée, puis ça ne fonctionne pas. Donc, le père met sa casquette de boss, dit à la personne devant lui, monsieur, pour telle raison, you're fired. C'est une histoire en anglais, en français, c'est vous êtes congédié. Le monsieur enlève sa casquette, met sa casquette de père, dit, mon fils, j'ai entendu que tu t'es fait congédier, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc c'est une image extrême, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les entrepreneurs qui sont dans des transferts internes ont plusieurs rôles à jouer. Et juste de reconnaître leur rôle, de dire oui, je suis père, je suis chef de famille, je suis aussi chef d'entreprise et je suis propriétaire et j'ai des responsabilités à maintenir dans ces trois ensembles-là et il y a moyen de les faire coordonner. Mais si on ne s'en rend même pas compte qu'on a ça, puis on fait une boule de tous les cercles, on fait un genre de sphère émotive, bien ça devient rapidement très, très difficile à gérer. Dans un contexte numérique, parce que là, on est... Tu sais, je regarde les générations d'entrepreneurs. Oui. Il y a des gens qui ont des entreprises dans le monde numérique qui vont bientôt probablement penser à passer l'entreprise. Absolument. Parce que ou ils vont aller partir d'une autre entreprise, ou sinon parce qu'ils sont rendus au bout et ils ont le goût de profiter de ce qu'ils ont ramassé comme bien. Mm-hmm. Est-ce que c'est différent? Je pense que les structures d'entreprise aujourd'hui sont similaires d'une industrie à l'autre. Je pense qu'au niveau des technologies aujourd'hui, les gens qui ont mis en place des entreprises, disons, techno, qui ont du succès, sont souvent soit des entrepreneurs en série, donc ils en ont fait plusieurs, puis ils en ont vendu 3, 4, 5, 6. Mais là, c'est plus facilement.
ils ont une habitude, ils ont créé un processus qui les respecte, qui respecte les acheteurs, puis ils réussissent à le faire. La problématique est moins dans ces entreprises-là ou avec ces entrepreneurs-là qu'avec ceux qui ont un attachement émotif, 30 années investies et vraiment partir de ce qu'on appelle la position du fondateur, créateur. C'est comme moi, je suis parti de rien, puis là, il faut que je le lâche. Mais c'est souvent avec ce type de personnages-là, si on veut les rendre un petit peu plus abstraits, c'est avec ceux-là que c'est souvent le plus difficile. Mais prenons, j'aime bien cet exemple-là, prenons l'exemple de l'entrepreneur en série. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, il les enfile. Ouais. Ça fait sa 5e entreprise. Ouais. Mais cette personne-là, est-ce que psychologiquement, elle est prête à la passer à ses enfants ou elle veut la vendre, faire des profits puis en partir un autre? Je pense pas que c'est possible de caractériser puis de dire ils ont telle vision. Je pense que pour chaque entreprise, pour chaque duo entreprise-entrepreneur, il y a une situation, une réalité complètement différente. Puis je pense qu'un entrepreneur en série peut en vendre une à l'externe, en vendre une à l'interne, en passer une à sa famille. C'est pas dit qu'un entrepreneur va répéter toujours le même scénario. Donc, je pense pas que j'ai la capacité de répondre à cette question-là. Ou avec l'âge, ça va changer dans sa réflexion. Ouais. Je suis un peu curieux parce que jusqu'à maintenant, on parle beaucoup du père, du parent, du père de la mère qui a une entreprise et qui doit se préparer mentalement à la céder, préparer sa relève. Oui. Puis de l'autre côté, les enfants, comment ils se préparent? Il y a un travail énorme à faire. Il y a un travail d'avoir la crédibilité, la légitimité au sein de l'entreprise, puis à l'extérieur de celle-ci. Ça veut dire que, tristement, il y a des entrepreneurs qui reçoivent des titres comme directeur général parce qu'ils sont les enfants. Donc, le processus pour établir qui va être la relève semble injuste pour les gens à l'interne. Donc, ça crée une chimie négative autour de cette personne-là qui doit être la relève. Fait que non seulement tu dois apprendre énormément au niveau de ton savoir-être puis ton savoir-faire, ça veut dire que personne n'est bon, ben là, tu es un parfait entrepreneur à naissance, puis tu es un leader, puis tu es capable de passer des communications difficiles à l'ensemble de ton équipe. En plus de ça, tu peux maintenir des relations avec tes fournisseurs, tes clients. Tu peux aussi t'occuper du côté légal de l'entreprise. Tu peux maintenir des relations avec la banque. Tu peux avoir des connaissances, ce qu'on appelle la littératie financière. Tu connais les états financiers. C'est complètement faux. Les jeunes qui doivent acquérir ces connaissances-là ont besoin d'aide. Donc, certains sont extrêmement autodidactes, puis arrivent. Certains ont fait des études universitaires, se sont formés à l'extérieur de l'entreprise familiale, sont allés travailler dans d'autres entreprises, ont eu des responsabilités de gestion, réintègrent l'entreprise avec une position qu'ils méritent. Puis ça facilite les choses. Mais bien souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que ça prend d'abord une connaissance de soi. Les relèves doivent reconnaître celles-ci sont mes forces, celles-ci sont mes faiblesses. Puis trouver par rapport aux besoins de l'entreprise. La business a besoin de quelqu'un parce qu'ils sont dans une lancée pour doubler les ventes sur 5 ans, admettons. T'sais, ils veulent pousser les ventes. La relève n'a jamais fait de vente, connaît pas j'ai le mot en anglais encore, ne connaît pas le pipeline de vente, puis en plus, ne connaît pas les clients. Puis là, on dit, ben, tu es le prochain leader, vas-y, on a un plan de doubler les ventes en 5 ans. Là, hey, c'est difficile sur l'ego. Il faut savoir, ces jeunes-là, c'est pas Batman puis Superman, c'est des humains. Ils reconnaissent souvent leurs faiblesses, mais c'est extrêmement dur de les mentionner. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on facilite à l'aide de certains questionnaires puis d'interviews la connaissance de soi. Puis une fois que les jeunes reconnaissent ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent et où ils veulent aller, après ça, le processus d'apprentissage est beaucoup plus facile. Donc, il y a une reconnaissance de soi, de ses forces, de ses faiblesses. On investit pour corriger, pour améliorer ce qu'il y a des faiblesses. Et puis, une fois qu'on a fait ça, comment ça se passe au niveau du jeune, en guillemets, là, la relève, une fois qu'on est capable de combler les besoins que l'entreprise aura dans le futur en tant que leader, mais après ça, on a tout un défi interpersonnel. L'apprentissage technique, admettons, d'avoir un leadership positif, d'être capable de communiquer, d'être capable d'amener l'entreprise à sa vision, c'est une chose. Mais là, il faut être capable de collaborer avec une autre génération. Ça, c'est un autre apprentissage qui est aussi difficile, sinon plus. Donc, je pense que d'être un entrepreneur aujourd'hui, c'est de se considérer comme quelqu'un qui veut apprendre à vie, puis à un rythme extrêmement rapide. Donc, nous, c'est ce qu'on met de l'avant. On met en place des structures qui permettent aux relèves d'apprendre, puis d'apprendre rapidement, puis qui les challenge. Parce que souvent, on bâtit leur confiance
pour arriver à leur objectif sur un horizon de temps assez long. T'sais, on n'est pas là, bon, OK, dans 1 mois et demi, il faut que tout soit réglé, parce que dans ces paramètres-là, souvent, ça cause des chocs importants dans des paramètres à très, très court terme. À plus long terme, on a la chance d'aider les deux parties à se préparer à la transition. Puis, on a un phénomène qui s'appelle le syndrome d'imposteur. Donc, la relève qui, malgré ses connaissances, puis sa relation avec l'entreprise, puis ses connaissances souvent approfondies, a ce syndrome-là, je ne suis pas la meilleure personne. La bonne personne. Donc puis le chef, souvent, dans le rôle de passeur d'entreprise, a le syndrome d'imposteur aussi. Donc, plus on se sent à l'intérieur, on ne peut pas le verbaliser, plus on se sent à l'intérieur comme pas à la hauteur du défi, plus on risque d'être dur dans nos communications. Donc, nous, on leur dit, à la première rencontre, le syndrome d'imposteur, vous le ressentez, on le ressent, l'ensemble des entrepreneurs qui vivent cette situation-là le ressentent, c'est normal. Et là, ils disent, je te l'avais jamais dit, mais tu sais, quand tu me dis que je vais être celui qui va faire les ventes pour les 5 prochaines années, je me sens vraiment pas à ma place, Puis c'est dans cette ouverture-là qu'on arrive à mettre la structure en place pour faciliter la relève. Tommy, tu as mentionné le mot génération. Oui. Est-ce que tu as l'impression que les entrepreneurs d'aujourd'hui, disons qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, sont mieux outillés que leurs parents pour passer le flambeau? Bien, vraiment de façon des fois inattendue. Les gens qui possèdent des entreprises aujourd'hui au Québec, dans leur grande majorité, sont dans la génération des baby boomers qui n'ont pas 40 puis 50 ans. Ils ont 60, 70, 75 ans. Puis ces gens-là sont habituellement très bien entourés au niveau des professionnels transactionnels. Ils ont des super comptables, ils ont des belles relations avec eux, ils ont des avocats avec qui ils font affaire depuis des années. Mais au niveau d'un processus plus humain, c'est souvent quelque chose qui est à travailler. Donc, au niveau les ressources humaines des entreprises qui sont nées des entrepreneurs baby boomers sont souvent moins organisés que ceux qui ont des propriétaires de 40 ans ou de 50 ans. Donc, moi, ce que je considère, c'est que de génération en génération, il y a une certaine amélioration, mais je pense qu'au Québec, présentement, il y a tout à faire. Il y a tous les entrepreneurs à aider, puis il y a vraiment un effort autant gouvernemental qu'entrepreneurial pour mettre en place ce qu'il faut pour les aider. Fait qu'il suffit de reconnaître le fait qu'on a besoin d'aide, parce que souvent pour les entrepreneurs, c'est très, très difficile, incluant moi-même. Puis c'est une fois qu'on reconnaît qu'il y a des écueils devant nous, on peut se faire aider à naviguer plus habilement pour arriver à nos objectifs. Et une fois que la transition a été faite et que les deux générations cohabitent dans l'entreprise, pour le moment, avant la sortie je pense qu'il y a des entreprises où est-ce que cette relation-là, de façon positive et constructive, va durer pendant des années. Ah ouais. Où est-ce que le rôle du chef est plus limité au niveau de ses capacités de prendre des décisions stratégiques, la passation même des droits de vote sur l'entreprise, donc même les décisions stratégiques sont passées, mais pour un sentiment d'appartenance, leur présence, soit-elle très très fréquente ou pas, est un baume, est un sentiment de stabilité dans les entreprises. Il y en a certains à qui ça se passe très bien. Il y en a certains autres où les rôles et responsabilités sont moins bien définis et où les entrepreneurs des deux générations se pilent sur les pieds constamment. Donc, un prend une décision, l'autre prend une décision inverse pour le même sujet, donc la même problématique ou le même défi. Et là, ça cause des problèmes importants. Puis, on tente avec ces entrepreneurs-là de leur donner des outils pour définir voici ce qui vraiment. Tu peux être propriétaire et avoir des responsabilités de gestion plus limitées, ou tu peux ne pas être propriétaire et avoir des responsabilités de gestion très importantes. Fait qu'on essaie de faire la différence entre propriété et capacité de gestion. Puis à ce moment-là, une fois que ça c'est compris, on essaie de délimiter les rôles entre les entrepreneurs pour qu'ils puissent cohabiter, parce que c'est extrêmement rare qu'un fondateur d'entreprise, qu'un entrepreneur qui vient de passer sa business veut du jour au lendemain disparaître puis ne plus en entendre parler. Donc, il faut mettre en place certains processus, certaines façons de communiquer et d'établir les rôles et responsabilités pour que ça puisse continuer. Mais il y a des situations où est-ce que ça se passe très, très bien. Ça serait quoi le plus beau scénario? Je pense que le plus beau scénario, c'est quand un chef d'entreprise a une vision claire pour la suite puis la prépare,
que la relève est au courant qu'elle a été identifiée, puis qu'elle a la capacité d'apprendre sur un horizon de temps assez long pour qu'éventuellement la passation se fasse de façon naturelle et soit bien structurée. Pas penser que parce que j'y ai pensé 10 ans en avance, ça va bien se passer. Il faut mettre en place des structures, des façons de communiquer pour y arriver. Puis à ce moment-là, je pense que ça peut être un beau scénario. Puis que ce soit interne ou externe, je pense que c'est le même principe. Préparation, communication, structure, puis après ça, être bien entouré. Puis je pense qu'avec ces 4 mots-là, les entrepreneurs sont capables d'y arriver sans problème. Si tu avais, on termine le webinaire, si tu avais un conseil à donner et à celui qui prend la relève et à celui qui doit planifier la relève? Je l'ai souvent répété, puis mon conseil, c'est écouter. Je pense que si on partait juste de ça, juste le fait de s'écouter soi-même, donc se connaître et se reconnaître, écouter l'autre ou les autres, souvent c'est des scénarios à 2 et 3 de chaque côté, si on prenait juste le temps d'écouter, je pense que ça pourrait nous indiquer là, des grandes pistes d'amélioration ou des pistes pour arriver à la passation des entreprises. Donc moi, faites juste écouter. Puis après ça, il y aura la capacité de mettre les structures en place, de s'entourer correctement et d'arriver à une passation qui soit positive, interne, externe, familiale, dans le scénario qui plaît aux entrepreneurs. Maxime, un entrepreneur, que ce soit le parent qui se prépare pour la relève de l'entreprise ou même l'enfant qui se prépare pour prendre la relève, est-ce qu'il y a des outils en ligne qu'on peut utiliser? Il y a toute une série d'outils dépendamment des besoins des entrepreneurs. Puis c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est que si les gens se connaissent et s'écoutent, il y a moyen de trouver des outils, que ce soit en ligne ou ailleurs. En ligne, ce qu'on peut trouver pour d'abord apprendre à se connaître, c'est des tests psychométriques. À Montréal, il y en a plusieurs. Il y a le Atman Pro qu'on peut avoir en ligne. Il y a Pathfinder Career Solution qui se trouve en ligne. Puis ce genre de tests-là facilite la compréhension de qui on est en tant qu'entrepreneur ou en tant même qu'humain avec des capacités et des limites. Donc, il y a ça au tout départ. Après ça, il y a tout un... En fait, tristement encore en anglais, mais je sais qu'il y a des solutions francophones qui se développent, mais Mind Tools, c'est toute une plateforme web à laquelle on peut s'inscrire. Je pense que c'est 2$ par mois. Puis où est-ce que c'est des outils, des questionnaires, des réponses, des petits trucs pour améliorer notre capacité de leadership, notre capacité de délégation, notre capacité de communication. Puis tout ça, c'est des outils qui sont, tu sais, quand on parle de 4$ par mois, c'est 4$ par mois, je m'excuse, mais ça reste que c'est pas un investissement qui va, pour l'ensemble des entreprises, qui va transformer le bilan de ces entreprises-là. Donc, il y a ça. Puis après ça, quand on arrive plus proche de la passation, bien, il y a des outils comme celui que nous, on a mis en place, mais il y en a d'autres. C'est vraiment de mettre une structure qui ne soit pas trop dure ou trop raide ou trop inflexible par rapport aux besoins de l'entrepreneur, mais plutôt qui offre des solutions structurées d'établissement des visions des deux parties jusqu'à l'alignement que nous on appelle, puis au plan de relève qui est l'objectif final. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour arriver à une passation du leadership puis de la propriété. Puis une fois qu'on a fait la passation des pouvoirs, ben là, il y a des outils en ligne qui existent pour être un bon... il y a des outils en ligne dans le sens pour gérer des entreprises. Il y en a une infinité. Ah bon? Puis maintenant, il y a des logiciels pour... en fait, un logiciel montréalais qui s'appelle Office Vibe, qui est super bien monté par Gsoft, puis qui, lui, permet de capturer le niveau d'engagement de l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise. Encore une fois, c'est une affaire par mois ridicule par employé. Tu sais, c'est très, très ridicule dans le sens positif, dans le sens que c'est très peu cher. Puis là, les entrepreneurs peuvent avoir... C'est comme s'ils étaient connectés sur le cœur de leur équipe. C'est une richesse extraordinaire qui n'était pas possible. Mais en fait, qui, oui, était possible parce que les gens étaient souvent physiquement plus rapprochés dans le passé. Mais avec les entreprises d'aujourd'hui, cette connexion-là peut être extrêmement positive. Mais après ça, il y a des logiciels de gestion intégrés. Il y a des façons d'informatiser quasiment toute une partie de ces entreprises-là. Mais je pense que avant de parler d'outils techniques, je pense qu'il y a beaucoup à travailler sur la partie
entrepreneuriale, communication, structure. Donc, la partie humaine. Mais c'est ce que je dis avec Office Vibe, avec Joy, avec plein d'autres plateformes, les tests psychométriques, c'est des technologies au service de l'humain dans les entreprises. Donc, il ne faut pas dire, ah, ben c'est technologique, donc c'est pas humain. Donc, je pense qu'on est rendu à un moment où certaines technologies aident littéralement les humains à mieux se comprendre eux-mêmes et être capable de communiquer et avoir des entreprises qui sont rentables dans le futur. J'allais dire, et le premier outil de tous en ligne, c'est le bon vieux courriel, Ouais. qui aide à avoir des discussions, évidemment, de temps en temps, pour se rencontrer tête à tête, mais pour documenter, pour garder un patrimoine des discussions. Je pense que c'est très important d'écrire. Le courriel est souvent surchargé. Donc, je ne préconise pas cette interface-là pour conserver des conversations parce que souvent, l'habitude des gens, c'est OK, j'ai écrit un courriel. Premièrement, cette ligne-là est perdue dans une série de courriels de 200 courriels par jour. Donc là, quand tu arrives, puis celui d'avant, c'est une plainte de client, puis celui d'après, c'est une demande d'un fournisseur, puis entre les deux, tu as ton père ou ton boss qui dit hey, en passant, ça risque de faire. Ouais, c'est ça, ça risque de mal passer. Donc il y a des interfaces documentaires pour maintenir un historique des conversations. Puis moi, je suis très, 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 très certain que écrire ce qu'on ressent est une force de compréhension. Donc, je propose souvent à des gens, que ce soit sur du papier ou sur une interface web, dans un sens, c'est pas vraiment important. L'idée, c'est qu'un entrepreneur qui écrit, chef ou relève ou autre, quelqu'un qui écrit comprend. Donc, on fait la promotion souvent. Vous avez un sentiment positif ou négatif, prenez 1 minute, 2 minutes, écrivez-le, puis après ça, vous avez la chance de pouvoir en parler plus calmement ou le dire quand c'est le moment dans une interface, un moment où est-ce que c'est une communication là, entre deux personnes. Parce que souvent, les bons coups, on les oublie. On ne l'écrit pas, hey, il a fait ça de bien, ah ouais, c'est bon. Puis on continue à faire nos affaires, on clique ou on parle ou on fait d'autres choses. Puis quand c'est le moment, à la fin de la semaine, à la fin du mois, de dire félicitations pour ce qui s'est passé mardi le 3 décembre à telle heure. C'est rarement fait. Maxime, puisque tu es là, je veux juste prendre l'exemple de Joy. Quand on parle d'outils pour planifier la relève, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est quoi les étapes là-dedans? Au tout départ, l'objectif est d'individualiser le processus. Donc, au début, c'est la préhension. Donc, c'est les entrepreneurs qui rentrent des données et qui se font poser une série de questions. Une série de questions qui est assez longue, mais qui peut être faite sur une période de temps plus longue aussi, sur trois sujets. Quelle est la situation actuelle? C'est quoi la situation optimale? C'est quoi leur objectif? Puis comment ils pensent s'y rendre? Donc, de cette façon-là, où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que tu t'en vas? Puis comment tu vas t'y rendre? Puis ce qu'on a réalisé, c'est que si on pose des questions claires aux entrepreneurs dans notre interface web, c'est qu'il y a 3 constantes. C'est pas juste l'entrepreneur. Donc, on a ça, 3 périodes de temps pour l'entrepreneur. On a la même chose pour l'entreprise. Où est l'entreprise aujourd'hui? Où est-ce qu'elle s'en va? C'est quoi la vision pour l'entreprise? Puis comment, personnellement ou avec l'équipe, vous arrivez à l'emmener là? Puis la 3e étape, c'est l'entourage. Parce que les entrepreneurs ne sont pas nés dans une bulle de verre. Ils ont des familles, des collègues, que ce soit du transfert interne ou externe, les gens sont entourés d'autres gens. Et que si, dans une passation, on oublie ce fait-là, puis on n'en parle pas, puis c'est pas important, ça devient rapidement une cause de problèmes puis de conflits. Donc, on a la même chose pour l'entourage des entrepreneurs, qui sont les gens qui t'entourent aujourd'hui, qui sont tes influenceurs, qui sont les gens sur lesquels tu sais que tu peux t'appuyer, ceux sur lesquels tu sais que tu ne peux pas t'appuyer. Et ensuite, où est-ce que tu veux emmener ces relations-là, puis comment tu vas y arriver. Puis notre plateforme, Joyce, à quoi ça sert, c'est tout simplement d'énoncer ces 9 paramètres-là, de les rendre extrêmement clairs et éventuellement d'aligner les réponses d'une relève avec les réponses d'un chef pour faire sortir quelles sont les étapes à franchir pour arriver à notre objectif. Donc, à la fin de tout ça, on aligne nos visions. Ça, c'est des rencontres qui se font en face à face. On écrit ce que sont les prochaines étapes, puis ce qui reste après ça, ben, c'est l'exécution. Puis là, l'exécuter, c'est pas plus facile, c'est ça. Le travail a déjà commencé il y a longtemps, le travail de planif, le travail d'alignement, mais l'exécution d'un plan de transfert se fait, un plan de relève se fait sur un horizon de temps, là, dépendamment des business, mais qui peut être de très court à très long. Puis c'est du travail. Il ne faut pas penser que ça se fait tout seul, ni que c'est
bah, je vais faire ça en deux autres activités. Non, ça prend réellement du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la volonté. Puis je pense que les outils technologiques qui sont en place peuvent faciliter ça. Puis ça reste que c'est toujours entre les mains des entrepreneurs d'y arriver. Mais je comprends que le plan de relève, c'est comme l'outil essentiel. C'est la colonne vertébrale pour l'atteindre. La colonne vertébrale est toujours dans les entrepreneurs. Mais l'outil, oui, est extrêmement important. Puis avoir un plan de relève, c'est comme avoir... quand on bâtit une maison. Souvent, les gens, quand ils se bâtissent une maison, ils pensent à aller voir un architecte ou un ingénieur pour faire bâtir leur maison. Mais quand ils passent leur business, ils ne pensent pas que l'architecte de plan de relève pourrait les aider parce que non, je suis capable de le faire moi-même. Oui, ils pourraient aussi bâtir leur maison eux-mêmes. Puis oui, ils ont la capacité de frapper sur le marteau. Puis oui, les entrepreneurs sont capables. Cependant, certaines guides, certaines meilleures pratiques peuvent rendre la maison plus solide. Maxime Paulus-Gosselin, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Ça me fait plaisir. Et si on a besoin de plus d'informations, c'est sûr, on peut te retrouver sur Internet. Certainement. Le nom de l'entreprise encore? Joy.ca, puis mon nom c'est Maxime Paulus-Gosselin. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite pour la prochaine édition d'un webinaire. En ce qui me concerne, mon nom est Bruno Guglielminetti. Je vous dis au revoir. Est-ce que les 6 Ça passait comme